Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur LCP, la chaîne parlementaire entièrement mobilisée pendant 15 jours pour vous faire vivre en direct et en intégralité le débat sur la fin de vie et l'accompagnement des malades. Après la discussion générale cet après-midi, les débats vont reprendre à 21h30 sur la question des soins palliatifs. Avec nous en duplex de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée, Stéphanie Despierres pour le décryptage et Dario Borgogno pour les réactions des députés. Et puis en plateau, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir les acteurs clés de ce débat. Bonsoir Agnès Firmin-Lebaudot. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la commission spéciale sur le projet de loi. C'est vous qui avez tenu la plume pour écrire ce texte en tant que ministre à l'époque délégué à la santé. Vous êtes député Horizon de Seine-Maritime. Bonsoir Olivier Falorni. Bonsoir. Merci d'être là, rapporteur général de cette commission spéciale, député MoDem de Charente-Maritime et militant de longue date pour l'aide à mourir. Bonsoir Thibault Bazin. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, député Les Républicains de Meurthe-et-Moselle, la droite majoritairement contre le projet de loi, mais vous avez beaucoup de collègues qui sont favorables. Enfin, bonsoir Stéphane Delautrette. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, député socialiste de Haute-Vienne. Votre amendement adopté en commission spéciale reformule l'engagement du pronostic vital. Il a fait couler beaucoup d'encre. On va y revenir dans le détail. Mais d'abord, que retenir de cette première après-midi de discussion? Stéphanie Despierres, dans quelle atmosphère les députés ont entamé ce débat? Les débats ont commencé dans une atmosphère calme et sereine devant l'ampleur des questions posées par la création de cette aide à mourir. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée qui présidait les débats, a cadré les discussions dès le départ. Elle a salué la qualité des débats en commission et a ajouté: je ne doute pas que ce sera de même dans l'hémicycle. La particularité de ce débat, et c'est ça qui le rend très intéressant, c'est que les clivages habituels n'ont plus cours. Au sein d'un même groupe, il y a des députés favorables à ce projet de loi et d'autres farouchement contre. La ministre de la Santé, est montée à la tribune pour expliquer qu'avec ce projet de loi, il s'agissait de répondre aux souffrances sans brusquer les consciences. Catherine Vautrin s'est voulue confiante en la capacité du Parlement à trouver, dit-elle, un chemin pour bien faire, mais elle s'est montrée aussi rassurante. Écoutez. À travers ce débat, nous disons aux patients que jamais nous ne les abandonnerons face à leurs souffrances. Nous disons aux soignants que jamais nous ne les abandonnerons face à leurs dilemmes, face à leur conscience. Alors les débats reprennent à 21h30 et ils vont durer 2 semaines, vous le savez, parce qu'il y a plus de 3000 amendements. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Agnès Firmin-Lebaudot, on sent bien que chaque mot est pesé, que chaque amendement va compter. Est-ce que vous pensez que cette sérénité va durer? Est-ce que vous doutez un peu de vos collègues? Moi, je ne doute pas du tout de mes collègues. Je le sais, d'abord, nous en avons fait preuve dans la commission spéciale, où les 70 députés ont travaillé avec sérieux et avec respect des idées de chacun. Je crois que le sujet le mérite. Nos citoyens nous regardent et nous attendent, j'allais dire, sur ce sujet, et on le doit à notre institution. Et puis, nous sommes nombreux à faire de très nombreux débats dans nos circonscriptions, et tous ces débats se passent très bien. Et puis, la Convention citoyenne nous a aussi ouvert la voie. Donc il n'y a aucune raison, franchement, il n'y a aucune raison pour que ce débat ne se passe pas. Peut-être il est temps. Il est temps qu'il ait lieu pour vous. Il est temps, plus que temps. Il est temps qu'il ait lieu. La question du sentiment qu'on ressent aujourd'hui, à titre personnel, c'est à la fois de l'émotion, de la gratitude, et tout ça avec l'humilité au-dessus de tout, parce que je crois que les nuances de doute doivent nous animer tout le temps. Juste la gratitude envers qui? La gratitude envers toutes les personnes qui, depuis des années, ont porté le sujet. La gratitude envers le président de la République qui a ouvert le sujet et qui a permis ce travail qui, aujourd'hui, nous amène à un projet de loi. La gratitude envers les conventionnels, comme on les appelle. La gratitude envers les malades qu'on a écoutés, les soignants qui nous ont accompagnés dans cette démarche, les parlementaires, enfin, toutes les personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Olivier, c'est une chose de débattre en commission spéciale, de rencontrer les Français. Ça fait des années que vous travaillez le sujet. C'est une autre chose que d'arriver, comme ça s'est passé à 15h30 tout à l'heure dans l'hémicycle. Quels sentiments vous ont traversé? J'allais dire un mot, enfin. Enfin, c'est vrai que ça fait de nombreuses années que je souhaite que ce texte de loi soit débattu à l'Assemblée nationale. J'avais
pris une initiative il y a 3 ans, j'allais dire pour poser le débat dans cet hémicycle, tout en sachant que nous ne pourrions évidemment pas voter un texte sur la fin de vie en une journée dans le cadre d'une niche parlementaire. Mais en tout cas, voilà, maintenant, effectivement, ce moment plus solennel, qui est le début d'une séance comme celle-là, montre bien que nous sommes véritablement entrés dans le cœur du débat, même si auparavant, il y a eu une 50aine d'heures d'audition qui ont été très importantes pour nous, et puis une 50aine d'heures aussi de débat en commission qui a permis de faire évoluer le texte. On a vu d'ailleurs en commission certains d'entre vous changer d'avis et le reconnaître, ce qui est très rare pour certains débats parlementaires. On a entendu, je crois, une députée socialiste, Christine Pires-Beaune, par exemple, dire au départ « Je ne croyais pas utile de ne pas mentionner les mots d'euthanasie ou de suicide assisté, mais certains soignants m'en ont convaincu. » Vous pourriez, vous aussi, vous réserver, Thibault Bazat, la possibilité d'évoluer au cours de ces 2 semaines ? Bien sûr, puisqu'on arrive avec beaucoup de questionnements. Le texte évolue, l'impact des modifications qu'on a pu voir adopter n'est pas forcément mesuré aujourd'hui. Et moi, j'arrive avec beaucoup de questions. Alors, il y a des questions qui sont synonymes d'inquiétude, mais qu'est-ce qu'on va voter ? Qui va être concerné ? Quel message on envoie, quel va être l'aspect incitatif, dissuasif de la modification du rôle et du lien entre la personne qui serait en demande et le soin. Est-ce que les personnes auront vraiment le choix? Est-ce que les personnes qui nous ont fait part d'un sentiment d'indignité, est-ce que celles-ci, on va leur donner la possibilité d'accéder aux soins, et si on ne le fait pas, est-ce qu'elles auront vraiment le choix devant ces portes? C'est beaucoup de questions qui sont posées, y compris sur les critères, et moi j'attends les débats dans l'hémicycle pour aussi y voir plus clair, notamment sur les maisons d'accompagnement, y voir plus clair sur qui va être potentiellement concerné, et quels seront les garde-fous qui ont été mis en avant. Ça y est, le mot est lâché. Oui. Les garde-fous, la question de l'équilibre, de la réécriture. On va venir à votre amendement, Stéphane Delautrette, mais même question. Quel sentiment vous traverse? Est-ce que vous avez tous bien mesuré l'ampleur de votre responsabilité? Oui, je crois que justement, c'est peut-être là la différence entre le processus qu'il y a eu de préparation de la commission spéciale, des débats en commission spéciale. Maintenant, on y est. Nous sommes dans l'hémicycle et moi qui suis député pour la première législative, on sent le poids qui pèse sur nous, parlementaires, d'aborder un sujet aussi crucial qui est celui-là et aussi difficile qu'il est. Donc en fait, beaucoup de solennité. Et je dirais que c'est peut-être la loi qui, sur le plan sociétal, va marquer le plus cette législature et qui fait peser sur nous ce poids et l'importance des choses que nous allons décider collectivement, parce qu'elles vont conditionner beaucoup de choses pour l'avenir de beaucoup de nos concitoyens. Alors on est... Puisque vous avez tous la main tremblante, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Stéphanie Despierres. Un premier désaccord s'est fait jour en commission spéciale entre le gouvernement d'un côté et une grande partie du Parlement de l'autre. Expliquez-nous en quoi les députés ont réécrit le texte en commission spéciale sur la question du pronostic vital. Alors en fait, il y a 5 critères pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir. Et vous l'avez dit, c'est la question du pronostic vital qui a alimenté les débats en commission. Initialement, le texte disait qu'il fallait que le malade ait un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Confronté à la difficulté de définir précisément ce qu'était le moyen terme, eh bien les députés ont préféré finalement faire référence à une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale, ce qui provoque des fractures au sein même du camp présidentiel. Des députés estiment que ça élargit trop le recours à cette aide à mourir et que l'équilibre du texte est rompu. Autre point de débat très intense, qui administre la substance létale? Dans la version initiale, c'est le malade lui-même ou un tiers, un proche, un soignant, si le malade ne peut pas accomplir ce geste. Eh bien, en commission, les députés ont renforcé le libre arbitre du patient. Même s'il est en pleine possession de ses moyens, il pourra demander à quelqu'un d'autre d'effectuer le geste mortel. Alors, vous l'avez dit, tous ces débats ont un peu rebattu les cartes en commission. Il y a des députés qui avaient une position avant la commission et qui en fait hésitent, ne savent plus exactement s'ils sont pour ou contre ce texte. L'hémicycle devrait donc permettre d'y voir plus clair. Et tout à l'heure, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a insisté. Le gouvernement souhaite revenir à la version initiale du projet de loi.
Merci beaucoup Stéphanie Despierres. On a entendu Catherine Vautrin très clairement pour elle. C'est la version initiale du texte qui est défendue, les 5 conditions et pas une virgule de moins ou de plus. Agnès Firmin-Lebaudot, est-ce que vous êtes exactement sur la même ligne que Catherine Vautrin? Autrement dit, pour vous, est-ce qu'il faut que, en cas de maladie grave et incurable, avec des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires au traitement, le pronostic vital à court ou moyen terme, j'insiste sur ces termes, soit inscrit dans le texte? Très clairement, je souhaite que nous revenions à l'équilibre initial du terme, du moyen terme et du texte, parce que lorsqu'il a été construit, ce projet de loi souhaitait à la fois, bien sûr, placer le malade, puisqu'il s'agit bien d'un projet de loi pour les malades, au centre de sa décision, tout en lui offrant, c'est ça le modèle français d'accompagnement de la fin de vie, un accompagnement médico-soignant jusqu'à la fin. Et donc là aussi, l'équilibre entre le choix du malade, cette nouvelle possibilité, si le texte est voté, d'offrir cette aide à mourir, c'est aussi, j'allais dire, de faire en sorte que cette loi soit applicable et donc aussi, j'allais dire, de respecter l'équilibre. On va parler des soins palliatifs et de l'accompagnement. De respecter cet équilibre. Quand je parle d'accompagnement, c'est de l'accompagnement jusqu'à la fin de vie du personnel médico-soignant. Donc, puisque dans toutes les phases, le libre choix du soigngnant. Voilà, donc c'est l'équilibre entre les deux, et c'est le fait d'allier à la fois le choix du patient et de respecter aussi. Mais pour ceux qui nous regardent, quand on entend phase avancée ou terminale, ou moyen et court terme, on ne comprend pas la différence exacte. Qu'est-ce que ça implique? Pratiquement tous les soignants que vous avez auditionnés, et je parle sous vos contrôles, expliquent que le moyen terme, ça n'est pas évaluable. Alors le pronostic vital engagé, je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout à fait. Le pronostic vital engagé, c'est très clair et c'est vraiment une partie du texte qui est importante. Je rappelle que dans la loi Claes-Leonetti, le court terme n'a pas été défini. Il a été défini quelques mois après par la Haute Autorité de Santé. Le moyen terme, il apparaît... On aboutit à quelques jours seulement aujourd'hui dans les faits. Ou quelques heures ou quelques jours. C'est le court terme. C'est la Haute Autorité de Santé qui l'a défini. Ce pourquoi nous avons engagé les débats et ce pourquoi le président de la République a engagé les débats, c'est parce que le Conseil d'éthique, selon son avis 139, notamment Alain Claes qui a participé à ces débats, a dit que la loi Claes-Leonetti ne répondait pas à toutes les situations à moyen terme, sans définir ce qu'était le moyen terme. Alors certes, le moyen terme n'est pas défini dans la loi, comme le court terme n'était pas défini dans la loi Claes-Leonetti. On a écouté les soignants. Certains soignants disent qu'il ne faut pas le définir dans la loi, parce que ce serait s'enfermer. La ministre a déjà demandé à la Haute Autorité de Santé, j'allais dire, de réfléchir à une définition de ce qu'était le moyen terme. On a au moins 18 mois de débat. La Haute Autorité de Santé aura le temps de répondre à ce qu'est le moyen terme. On sait très bien que le moyen terme, c'est quelques semaines à quelques mois. Alors, je vais me tourner vers Stéphane Delautrette, puisque c'est vous l'auteur de cet amendement qu'a voté Olivier Falorni. Qu'est-ce que vous répondez à Agnès Firmin-Lebaudot, la présidente de la commission spéciale? Donc bon, vous ne serez pas surpris qu'évidemment, je ne partage pas l'analyse de Madame Firmin-Lebaudot. La première des choses, c'est que je crois que le président de la République avait été clair sur ce texte. C'est qu'il avait dit que le gouvernement ferait une proposition et qu'il appartiendrait aux parlementaires de s'en saisir et de ne rien écarter, y compris le sujet des directives anticipées, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir après. Pourquoi j'ai proposé cet amendement? Tout d'abord, parce qu'il est, si vous avez suivi les travaux antérieurs, très inspiré des travaux d'Olivier Falorni sur son travail législatif sur la précédente législature. Moi, ce que j'ai entendu dans les travaux préparatoires à la convention, à la commission spéciale, c'est que cette notion de court et moyen terme, et surtout moyen terme, était indéfinissable. Et qu'il faudrait renvoyer à des travaux qui nous permettraient de définir éventuellement ce que c'est. C'est quand même très difficile pour des parlementaires que de prendre une décision et de voter une disposition dont personne n'est capable de vous apporter une explication. Par ailleurs, il n'y a pas un pays qui ait légalisé l'aide à mourir et qui est... Avec cette référence au moyen terme. Des termes par rapport à cela. Non, je parle en Europe, on ne va pas prendre effectivement... Oui. L'Oregon, j'ai l'impression, est un contre-exemple pour tous les députés aujourd'hui. C'est quand même le contre-exemple de tout ce qui s'est fait, On entend beaucoup les malades de Charcot, le fameux SLA. Ils ont même fait un communiqué expliquant que cette nouvelle
formulation permettrait, et seulement elle, de les inclure dans ce processus d'aide à mourir sous conditions strictes. Et c'est évidemment ce sur quoi je voulais arriver, puisque le gouvernement ne cesse de nous dire que le patient doit être replacé au centre de la décision. Et moi, ce que l'on cherche à faire dans cette réécriture, c'est de répondre aux situations qui, justement, justifient de créer cette aide à mourir. Vous évoquez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Ça va vite en général pour les victimes de cette maladie. Faut-il attendre d'être arrivé à ce que la mort soit proche pour pouvoir activer l'aide à mourir? C'est la question que je pose, et par la rédaction que nous avons proposée, je pense qu'elle est de nature à s'assurer qu'elle soit bien prise en compte et qu'elle puisse être traitée. Autre situation, si je prends la situation de Vincent Imbert, la situation accidentelle qui a amené Vincent Imbert à écrire à Jacques Chirac, à demander à pouvoir mourir. Il ne serait pas pris en compte avec le moyen terme. Dans la rédaction du pronostic vital engagé à court moyen terme ne serait pas pris en compte. Avec nouvelle rédaction, il est pris en compte. Donc là, ce que nous avons recherché, et c'est notre travail de parlementaire, c'est de répondre aux situations que nous connaissons. Allez, je vous redonne la parole, mais pour la pluralité des sensibilités, je reviens vers vous, promis. On va écouter Pierre Dharréville au micro de Dario Borgogno. Bonsoir, Monsieur Dharréville. Bonsoir. Vous êtes l'un des rares députés à gauche opposés à ce projet de loi. Pourquoi cette opposition ? Bon, on va vérifier d'abord parce que je pense que le débat va permettre aussi à chacun de s'exprimer, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Mais oui, effectivement, je suis extrêmement réservé sur les dispositions qui nous sont proposées. Je considère qu'en réalité, d'abord aujourd'hui, on n'a pas donné les moyens à la loi de s'appliquer. Et c'est ce qu'ont dit mes collègues précédemment, avant moi, mes prédécesseurs. On a une loi sur les soins palliatifs, on a une loi Claes-Leonetti qui a poussé un peu plus loin les choses en permettant vraiment de répondre à une grande diversité de situations, et on ne lui a pas donné les moyens. C'est-à-dire qu'il y a moins d'un Français sur deux qui est en situation d'avoir accès aux soins palliatifs et qui y a effectivement accès. Voilà. Donc je crois que c'est profondément inacceptable parce qu'on ne le découvre pas, et il y a eu la sonnette d'alarme a été tiré déjà à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est la première chose à faire en réalité. Voilà. Après, je pense qu'il y a effectivement un basculement éthique qui est proposé dans cette loi, et avec un certain nombre de malentendus sans doute. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon intervention générale. Certains pensent que ça serait naturellement de gauche d'être favorable à cette loi. Moi, je ne le crois pas, et j'attends qu'on me démontre en quoi ces propositions sont de gauche. C'est pas du tout mon opinion. Bien, écoutez, merci Monsieur Dharréville. Le débat continue. Et à qui appartient la mort, en fait? C'est cette grande question qui est centrale et abyssale, d'une certaine façon, Olivier Falorni, sur la liberté. Parce que c'est ça. Est-ce que vous dites c'est une grande loi de liberté, vous rajoutez égalité et fraternité, mais vous commencez par la liberté. C'est ça qui doit guider avant tout le législateur, la demande du malade. Et vous savez, depuis 1999, puisque ce fut la première loi sur la fin de vie, cela a été une série de conquêtes en termes de liberté, notamment du malade. Figurez-vous qu'avant 1999, un malade n'avait pas droit de dire stop à des traitements, et encore moins non à l'acharnement. Donc ce furent des conquêtes progressives. Le droit de ne pas subir une décision médicale, le droit de ne pas souffrir. Parce que là aussi, ça semble être une évidence aujourd'hui, mais longtemps, on a considéré la souffrance comme inévitable, voire même nécessaire. Et donc, le droit de ne pas subir, le droit de ne pas souffrir ont été petit à petit des droits, des libertés conquises. Et sur la question du pronostic vital, pour bien comprendre, c'est technique, c'est pas forcément évident de se figurer les choses. Vous dites le temps qui reste à vivre n'est pas un bon critère ? C'est ça, pour évaluer la pathologie et son état d'avancement? On ne doit pas penser en mois ou en années, c'est ça? Alors je crois qu'il est vraiment nécessaire de rappeler à vos téléspectateurs que la réécriture n'a en rien supprimé la notion de pronostic vital, puisque la maladie grave est ainsi définie dans l'exposé des motifs du gouvernement qui accompagne la loi et qui définit la maladie grave comme une maladie engageant le pronostic vital. S'il s'agit de rajouter engageant le pronostic vital, parce que je sais que la pédagogie c'est l'art de la répétition. Vous le ferez, vous il y a des redondances utiles, je le ferai puisque je souhaite qu'il y ait la notion de pronostic vital engagé. Donc pour vous, si il faut mettre affection grave et incurable en phase avancée
ou terminale est remplacé par pronostic vital avec affection grave et incurable en phase avancée et terminale, vous votez. C'est intéressant, mais on avance, c'est intéressant. Oui, simplement la problématique, elle est cette notion. D'ailleurs, le ministère de la Santé a sorti l'année dernière un lexique à destination du professionnel qui explique qu'il y a deux notions de la fin de vie. Il y a une notion qui est basée sur le temps qu'il reste à vivre. Ça a été choisi nulle part en Europe, mais aux États-Unis. Et puis, il y a une autre notion, je recite le ministère de la Santé, qui est celle de l'évaluation pathologique. Oui. Et moi, je préfère solliciter un médecin. Important, ça. Je préfère solliciter un médecin en tant qu'expert, mais pas en tant que devin. Alors Thibault Bazin, là on est au cœur du sujet. L'évaluation pathologique sur le Parkinson, sur les maladies de Charcot, sur peut-être même des cancers métastasés. Il faut figurer les choses. Est-ce que ce n'est pas le meilleur guide plutôt que de demander aux soignants 1 an, 6 mois, ça reste très difficile pour eux? C'est la difficulté quand on est législateur. On fait la loi pour tous et on imagine des situations pour lesquelles on la prévoit. Et puis, il y a des situations pour lesquelles certains vont demander à être prévus par la loi. Et après, il y a l'interprétation de la loi. Et quand je vous parlais tout à l'heure des effets incitatifs et dissuasifs, c'est des personnes qui pourraient être effectivement atteints de maladies graves, incurables, en phase avancée, mais pas terminale, dont le pronostic vital est engagé, mais peut-être pas à court terme, et qui demain diraient mais écoutez, je suis seul, je me considère un poids pour la société, puisqu'il y a cette ouverture-là, donnez-moi cette possibilité-là. C'est la question de la fin de vie. Qu'est-ce que c'est la fin de vie quand on a une maladie incurable profonde, comme celle-là? Est-ce que c'est mourir très vite ou est-ce que c'est être condamné et vivre comme ça? Oui, on oublie toujours le critère essentiel des souffrances. On oublie toujours ce critère, les souffrances réfractaires ou inépaisables. C'est fondamental. Alors, les 4 critères sont dans la loi et personne ne veut les remettre en compte. Il y a une écriture sur le 5e. Terminé, puis je vous donne la parole juste après. On a quand même un petit souci de compréhension et d'intelligibilité. C'est que la ministre, par exemple, quand elle a évoqué le texte, ça ne correspond pas au texte sorti de la commission. Et on le voit bien, même quand elle a évoqué, par exemple, suicide assisté et par exception euthanasie, ce n'est plus ce qui est prévu. Alors là, vous ouvrez un autre sujet. Cette liberté. Elle reste au texte initial. Oui, il y a un amendement qui m'a posé question profondément. C'est l'amendement qui permet d'abréger le délai de réflexion qui est prévu normalement de 2 jours. Et on permet, pour préserver la dignité de la personne, pour reprendre les termes, d'abréger ce délai. Mais pour moi, la dignité, elle est inviolable. Elle est, quel que soit l'état de vulnérabilité. Donc pour vous, beaucoup trop de verrous ont sauté. Thibault Bazin, pour bien vous situer, vous souhaitez légiférer sur l'aide à mourir ou vous voudriez rester tel que Claes Leonetti? Pour vous situer, c'est votre droit le plus entier. À la mission d'évaluation, j'ai écouté un certain nombre d'experts qui nous ont dit le préalable avant toute chose, c'est de garantir l'accès aux soins palliatifs partout et pour tous. D'accord, les soins palliatifs et éventuellement la loi après. Comme un préalable. Alors, vous allez répondre, je vous promets, mais puisque vous parlez des soins palliatifs et pour donner la parole au décryptage, et je vous redonne la parole juste après, que prévoit le texte en matière de soins palliatifs, puisque les députés y consacreront, Stéphanie Despierres, leur soirée? Oui, Myriam, c'est l'autre enjeu de cette loi, les soins palliatifs. L'idée est de faire en sorte que chaque Français ait accès à ces soins-là, où qu'il soit sur le territoire. Il y aura donc un déploiement de maisons d'accompagnement dans chaque département. Les députés ont commencé à discuter du sujet tout à l'heure en fin d'après-midi. En fait, c'est la première partie du projet de loi et le débat a été vif sur le titre. Le texte dit renforcer les soins d'accompagnement, mais de nombreux députés et des soignants expliquent que ce concept de soins d'accompagnement n'est pas clair, qu'il n'existe nulle part ailleurs et qu'il faut mettre le mot de soins palliatifs. Et bien juste avant la pause tout à l'heure, les députés ont voté l'ajout de ce terme soins palliatifs. Alors le débat va reprendre sur ce sujet majeur. Nous en sommes au premier titre de la loi et à l'article 1er. Les débats vont durer 2 semaines. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Sur les soins palliatifs, là encore, question centrale pour vous. Est-ce que c'est complémentaire à une avancée sur l'aide à mourir? Ou est-ce que c'est incompatible? Parce qu'on entend beaucoup de voix, à droite, mais pas seulement, dire si on avait des soins palliatifs partout sur le territoire, avec une égalité d'accès, plus personne ne demanderait à mourir. Je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord répondre à une interpellation d'Olivier Falorni sur un lexique. Je veux dire que le lexique auquel il fait allusion, c'est un lexique qui a été publié en mars 2023, qui a été écrit en décembre 2022, à la demande des soignants et à la demande des parlementaires qui travaillaient
avec le gouvernement à la réflexion sur ce sujet. Là, on revient sur la question du terme. Sur la définition du terme. C'est bien ce lexique-là. Et on ne savait pas qu'il y aurait un texte de loi. Donc c'est bien une réflexion où les définitions Donc il n'a pas de portée juridique, c'est ce que vous voulez dire? Il n'a aucune portée juridique. Et je dis, c'était pour donner à toutes les personnes qui travaillaient sur ce sujet tout le champ des possibles et toutes les définitions. Donc ce texte, il a été publié par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. C'était j'allais dire, un guide de travail pour donner toutes les définitions. C'est dit. En mars 2023, sur Charcot, puisque c'est l'argument. On ne savait pas qu'il y aurait un texte de loi. Vous les entendez, vous les avez reçus. Bien sûr. C'est une maladie abominable, on va se le dire très clairement. Mais bien sûr. Eux disent, on ne pourrait pas bénéficier du nouveau texte. J'ai cité tout à l'heure Charles Bietri dans mes propos introductifs, qui a très clairement remercié le président de l'évolution de la loi. Charles Bietri a fait le choix d'aller en Suisse. Voilà, il est satisfait que cette loi puisse exister. La loi, dans les conditions telles qu'elle est définie, permettrait aux maladies de Charcot, à moyen terme, de pouvoir... Avec le moyen terme, ça suffirait. Bon, ben écoutez, là, ça va vous donner des heures de débat. Non, mais après, ça va être le cœur de ce débat, je pense. Tout dépend le stade de la maladie de Charcot et tout dépend là. Je vais répondre sur la question. Alors, les palliatifs, vous allez pouvoir répondre. Le débat de la semaine prochaine. La semaine prochaine, et on sera là, vous inquiétez pas. Sur les débats, la question du soin palliatif, elle revient en permanence. Vous avez énormément de soignants qui vous disent la souffrance, si vous pouvez l'apaiser, la demande disparaît. Non, mais je crois que nous sommes très nombreux à dire qu'il ne faut surtout pas opposer soins palliatifs à aide à mourir. C'est un faux débat. Et ce débat, d'ailleurs, je crois qu'il est évacué par un grand nombre d'entre nous. C'était encore le cas il y a quelques années, ça n'est vraiment plus le cas maintenant. Et je dis, légaliser l'aide à mourir, ça n'est pas la remise en cause des soins palliatifs. J'ai visité, et on a tous fait, plus d'une vingtaine d'unités de soins palliatifs. Le travail qui est fait par les acteurs des soins palliatifs est extraordinaire. Ça n'est pas une remise en cause des soins palliatifs, mais il faut admettre que dans certains cas, les souffrances ne sont pas soulagées par les acteurs des soins palliatifs, ne peuvent pas être soulagées, et parfois, le patient ne souhaite pas non plus aller lui-même en unité de soins palliatifs. Donc voilà, ça n'est pas une remise en cause du travail. Il nous faut continuer à permettre l'accès aux soins palliatifs partout sur tout le territoire. C'est l'objet de la stratégie décennale. Et je le dis aux personnes qui ont un doute sur cette volonté, la première chose que fait le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir, il pose la question si le malade, qui n'a pas bénéficié de soins palliatifs, souhaite en bénéficier. Ça n'est pas une obligation, c'est une proposition, parce qu'on sait que parfois, cela peut faire changer d'avis. Oui, alors là c'est intéressant parce qu'on voit bien que les lignes de clivage, elles ne sont pas politiques. Vous êtes d'accord, Olivier Falorni, avec Agnès Firmin-Lebaudot? Totalement. Totalement. D'ailleurs, c'est un combat que nous partageons depuis des années. Lors du débat sur ma proposition de loi il y a 3 ans, nous avons... Donc il ne faut pas opposer soins palliatifs et aide à mourir, mais parfois, ça peut dissuader de cette je vais vous demande. Je vais vous faire une réponse très courte, mais je pense qu'elle sera bien comprise. Il y a une réponse primordiale. Ce sont les soins palliatifs. Et puis, il y a un ultime recours. Pour les situations, effectivement, comme l'a dit Catherine Vautrin, quand il y a des souffrances que rien ne peut apaiser, il doit pouvoir y avoir un ultime recours qui concernera assez peu de personnes finalement. Et je vais vous dire même, cette aide à mourir sera dans la majeure partie des cas une aide à vivre. Pourquoi? Parce que très peu l'utiliseront, pourront peut-être avoir un peu plus de force pour prolonger un petit peu plus de façon plus apaisée, plus rassurée. Vous dites que si la possibilité existe, alors la demande peut diminuer. Oui, je le pense profondément. C'est pour ça que je pense que l'aide à mourir peut aussi être une aide à vivre. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être pour ceux qui nous regardent, on parle de soins d'accompagnement. C'est quoi précisément? Ça peut être des lits dans les hôpitaux, mais ça peut être aussi des unités mobiles. Le chemin à faire est très très important. 20 départements sont dépourvus. On a les moyens de remonter ça en 10 ans? Alors peut-être quand même répondre sur le fait que, tout comme Madame Firmin-Lebaudot et Olivier Falorni, nous partageons, nous socialistes, l'idée qu'il ne faut surtout pas opposer soins palliatifs et aide à mourir. Et je m'associe complètement aux propos d'Olivier, y compris sur le fait que l'aide à mourir, c'est une possibilité qui est donnée, mais ce n'est pas une incitation qui est faite à qui que ce soit d'activer l'aide à mourir s'il se trouve dans telle ou telle situation. C'est important de donner cette possibilité-là et cette perspective-là éventuellement à une personne qui est en souffrance, qui pourra y voir
selon la situation dans laquelle elle se trouvera à tel ou tel moment, la nécessité de l'activer ou pas, mais c'est ce qui va lui garantir de bonnes conditions de vie. Pour répondre à votre question. Vous avez une poignée de secondes parce que le débat va reprendre et je vais vous laisser regagner l'hémicycle. Vous avez le mot de la fin, quelques secondes. Oui, il est évident qu'il faut couvrir l'ensemble des territoires Tout le monde est d'accord là. de soins palliatifs et d'une offre d'accompagnement qui vient compléter l'offre palliative. Il ne faut pas confondre les deux, tel que c'est écrit dans la loi. C'est très clair. Et je vous propose de poursuivre d'ailleurs ce débat sur la question des soins d'accompagnement dans l'hémicycle, puisque vous le voyez, le débat vient de reprendre. Très bonne séance à tous. Bon débat, madame, messieurs les députés. Et on reste en direct, bien sûr.